Et bonjour à tous, nous revoilà ici cette fois au château d'Origny. Ça faisait longtemps, il y a eu les vacances entre-temps. Et on est aujourd'hui entre nous pour cette IT Live pour une édition très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amélie, cofondatrice donc de Volumina Medical, une aventure qui a commencé donc en 2016 à l'EPFL dans le cadre d'un concours. Vous pourrez y revenir là-dessus éventuellement. Et puis, comme beaucoup de projets scientifiques, ça commence très rapidement avec un concours, l'idée se développe un petit peu, vous avez ensuite eu quelques autres victoires au cours de nombreux concours, notamment le PEARL, le concours d'entrepreneuriat de la région lausannoise. Plus récemment, vous êtes également depuis 2018 systématiquement dans le top 100 des startups suisses. Et tout récemment encore, vous avez venu d'obtenir cette année le prix donc, de WA de Vigie Award, donc qui récompense à nouveau les entrepreneurs innovants dans le domaine du médical notamment. Et je vous laisse un petit peu vous présenter et nous expliquer un petit peu votre technologie concernant Volumina Medical. Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Amélie, je suis comme vous l'avez dit, la cofondatrice et CEO de Volumina Medical. L'entreprise a été fondée en 2018 et en fait, on développe des solutions pour réparer le corps humain. Ce qu'on développe plus concrètement, c'est ce qu'on appelle un biomatériau. Donc, c'est une sorte de pâte qui est injectable et que le chirurgien plastique va venir injecter dans une nouvelle zone du corps humain qui a besoin de se réparer ou d'avoir un soutien pour se régénérer. Alors, quand est-ce que le corps humain a besoin de se régénérer ? Le plus typiquement, c'est après un traumatisme, un accident ou après l'ablation d'une tumeur. Notre premier marché, c'est la reconstruction du sein après ablation d'une tumeur, où il y a aujourd'hui plusieurs millions de patientes chaque année qui vivent encore aujourd'hui avec un sein déformées, voire détruites parce qu'elles ont été traitées du cancer. Donc nous, on a développé cet implant qui va aider le sein à se régénérer naturellement. Donc on parle d'une biotech et quelle a été un petit peu, Meditech, biotech, c'est à peu près le terme qui pourrait vous définir ? Medtech, mais disons des fois la frontière est un peu floue et un petit peu étroite. Et donc, concernant votre produit, c'est principal actuellement, c'est AbiPearl. Récemment, il y a un peu plus d'un an de cela, vous étiez justement vous étiez sur le point de lancer les essais cliniques pour ce produit, parce que concrètement, il répond à la demande du marché du cancer du sein principalement, c'est ça actuellement ? Voilà, donc notre premier produit s'appelle AdiPearl et vise la reconstruction du sein après cancer. Donc, on est effectivement dans cette phase de lancer clinique. On a écrit tous les protocoles. C'est beaucoup de travail avant d'obtenir les autorisations pour aller chez la patiente. Donc, on a des premières phases qui vont démarrer en Espagne et puis ensuite certainement aux États-Unis. Donc, voilà. Et quels ont été un petit peu les défis de l'élaboration de cette innovation et les défis de l'innovation donc en milieu médical notamment ? Les défis en milieu médical, je pense que je ne suis pas la première à vous le dire ou à le dire, c'est vraiment produire des implants qui sont de très haute qualité et qui sont de très haute sécurité pour les patients. Donc, il n'y a pas seulement la partie scientifique où on voit que ça marche, mais il y a aussi toute la partie réglementaire et qualité qui est primordiale pour la sécurité de tous. On en entend beaucoup parler depuis que le vaccin du Covid se développe. Tous les essais cliniques, c'est vraiment important que ce soit fait en bonne et due forme. Et ça, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'efforts. C'est peut-être moins, je dirais, scientifique et waouh que la partie développement, mais ça a vraiment un rôle très, très important dans notre domaine. Donc ça, c'est un gros challenge. On a tout appris, moi personnellement, j'ai tout appris sur le tas. Donc évidemment, j'ai fait des formations complémentaires à ma formation scientifique originale. Puis j'ai aussi su m'entourer de bonnes personnes dans l'équipe qui maîtrisent ça très bien et puis aussi d'autres conseillers. Donc ça, je dirais que c'était un gros challenge et puis qui est particulier au médical. Le deuxième challenge, c'est de toujours garder, et je pense que dans notre cas, on le fait bien, c'est vraiment de garder la vision du patient et de la patiente dans notre cas, pour toujours se mettre dans ses chaussures à elle et dire est-ce que ce qu'on développe, ça a toujours du sens pour la patiente et pour le chirurgien ou la chirurgienne qui va l'opérer ? Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que justement un patient et même plus largement un hôpital choisirait de mettre en avant votre solution plutôt que des solutions avec des prothèses qu'on connaît déjà très bien sur le marché ? Oui.
Alors, en fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'en fonction des pays, entre 10 et 30% seulement des patientes qui utilisent la reconstruction. Et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, j'ai discuté avec une proche d'une patiente qui a eu le cancer du sein et qui me disait, mais en fait, pour ma sœur, le plus compliqué, ça a été la reconstruction. Ça n'a pas été de guérir du cancer, ça a été la reconstruction. Et ça, moi, je ne peux plus l'entendre parce qu'il faut vraiment qu'on ait des solutions qui soient fiables et minimalement invasives. Donc, pour votre question, pourquoi on utiliserait notre produit plutôt qu'une prothèse de silicone ? Parce que les prothèses de silicone créent ce qu'on appelle un corps étranger, une réaction de corps étranger. Donc, après 10 ans, 50% des patientes ont des complications sévères et doivent enlever l'implant. Et 2, notre procédure se fait sous anesthésie locale. Donc, la patiente n'a plus besoin d'aller à l'hôpital. On peut le faire en cabinet privé ou en cabinet public, enfin peu importe, mais il n'y a pas besoin d'une structure hospitalière autour, il n'y a pas besoin de salle d'opération. Et ça compte beaucoup pour les patientes parce qu'elles n'ont pas le sentiment d'être à nouveau malades. Elles se disent, voilà, c'est soft, j'ai une anesthésie locale et mon tissu va se régénérer naturellement. Et d'ailleurs, c'est là qu'on pourrait se poser la question. Vu la typologie de votre public, pourquoi ne pas avoir développé cette solution au sein d'un institut public ou en milieu hospitalier? Pourquoi avoir fait ce choix de prendre la voie entrepreneuriale pour développer un tel projet? C'était pas vraiment un choix en fait, c'est un choix qui s'impose à nous. Pour développer un implant qu'on dit de classe 3, donc qui est implantable, on a besoin d'entre 10 et 50 millions en fonction des projets. Et il y a, à ma connaissance, mais je suis heureuse de prendre tous les contacts, pas de bourse publique ou de financement public qui permettent de lever autant d'argent. Et pourquoi il y a besoin d'autant d'argent? Entre autres parce qu'il y a besoin de faire des études cliniques longues, poussées, détaillées, avant de pouvoir le mettre sur le marché. Et donc, là, c'est là que vient un peu la question. Comment, à partir de quel moment est-ce que vous êtes imaginé entrepreneur? Puisqu'au final, c'est ce que, par la force des choses, vous êtes devenu. Mais est-ce que c'était un plan de carrière que vous avez eu dès votre début, dès vos premières années d'université, ou c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, ou c'est vraiment finalement ce concours de circonstances? Et pourquoi? C'est un petit peu les deux. Je dirais qu'un concours de circonstances, si on n'est peut-être pas préparé dans sa tête avant, on le loupe, entre guillemets, et on loupe l'opportunité. Moi, je ne me suis pas dit absolument, à 30 ans, je démarrais une start-up dans tel ou tel domaine, mais j'ai toujours voulu créer quelque chose. Je pense qu'il y a peut-être des profils comme ça qui sont très créatifs et qui veulent faire avancer les choses. Et puis, je pense que aussi loin que je puisse me souvenir, je voulais créer des outils pour améliorer la vie du quotidien, pour inventer quelque chose qui soit utile à l'humain. Et donc, je ne savais pas encore exactement sous quelle forme. Et puis, c'est vrai que en fait, notre produit est né de l'interaction qu'on a eue très tôt en fait, avec des chirurgiens plastiques qui ont vu ce qu'on développait au labo, pas forcément du tout pour cette application d'ailleurs, et puis qui nous ont dit, mais regardez votre produit là, à l'époque, c'était pas un produit, votre biomatériau, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour ça? Parce que nous, on a vraiment besoin d'une solution pour nos patients. Et ils nous ont dit à un moment, et je pense que c'est là qu'on a aussi, avec mes cofondateurs Thomas et Philippe, réalisé ce qu'on avait entre les mains. Ils nous ont dit, mais on pense vraiment que vous avez de l'or dans vos mains, il faut que vous en fassiez quelque chose. Et c'est là qu'un peu tout a démarré. Mais voilà, disons, je dirais, c'était un peu un mix d'avoir envie de créer quelque chose et à la fois cette rencontre qui a aussi déclenché la suite. Et toujours du point de vue entrepreneurial, donc, comment ça s'est découpé un petit peu en étapes fatidiques du coup du projet Volumina Médical depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, un projet qui a eu beaucoup d'awards et qui est du coup un petit peu sur sa phase finale, sur son produit final? Alors la phase finale, je pense qu'on en est encore loin. Enfin, le trajet en medtech, il est assez long et on voit autour de nous d'autres exemples qui mettent aussi parfois plus de 10 ans avant d'être sur le marché, mais ça je dirais que c'est inhérent au domaine dans lequel on est. Les grandes phases, je dirais que ça a été cette rencontre avec les futurs utilisateurs. Ensuite, moi, j'ai passé pas mal de temps à discuter avec des patientes pour vraiment, comme je disais, me mettre à leur place le plus possible, essayer de comprendre ce qui bloquait aujourd'hui. Parce que moi, au début, quand ces chirurgiens nous ont dit ça, je me disais, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas encore de solution? Forcément, les Allergan, Johnson & Johnson, ils ont dû plancher sur le sujet, et ils l'ont fait, et arriver avec une solution. Mais en fait, peut-être pas optimale, peut-être pas comme il aurait fallu, je ne sais pas.
Mais j'étais très sceptique au début parce que je me disais, mais c'est un besoin qui est évident. Une femme sur 8 a le cancer du sein et elles sont toutes dans la nécessité de reconstruire leur sein. Donc ça, c'était vraiment la première phase où on a voulu checker qu'il y avait un vrai marché et comprendre pourquoi personne ne l'occupait aujourd'hui. Une fois que ça a été fait, donc on a fait beaucoup de visites dans des hôpitaux, on a vu pas mal de chirurgie, on a parlé avec les patients, avec les chirurgiens, aussi les acteurs du remboursement, donc tous les acteurs de la santé en général. Et là, on s'est dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. On est retourné au labo et notre premier matériau qu'on avait designé pour autre chose, on l'a repensé de A à Z en se disant, ce produit, un jour, il sera sur le marché, il faut que les coûts de production, il faut que toutes les matières premières, tout le process soit maîtrisable pour pas rester à l'échelle du labo à laquelle on était à l'époque. Et donc ça, c'était la deuxième phase de redesign. Et puis ensuite, on a eu les premiers résultats intéressants. Et là, on s'est dit, on crée l'entreprise, on a déposé les premiers brevets et puis levé la première série de financement. Et donc, depuis que vous êtes devenu depuis que vous êtes devenu entrepreneur, à quoi ressemble un petit peu votre journée type finalement? Votre quotidien? C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. C'est ça qui est chouette à la fois. Je dirais ma semaine type, c'est passer beaucoup de temps avec mon équipe, essayer vraiment de les driver, de les aider, de les guider en fonction des milestones qu'on a à atteindre, les informer. Donc je passe beaucoup de temps avec eux. J'ai pas trop aimé la période du télétravail parce que moi j'ai besoin d'être avec les gens pour sentir comment ils vont, sentir comment les choses avancent, etc. Mais bon, on s'y est tous fait, mais on est content d'en sortir. Après, c'est une combinaison de différents sujets. Il y a les sujets financiers, il y a les sujets plus d'animation du board, il y a les sujets plus techniques. Moi, j'ai encore vraiment un gros pied dans la technique. C'est beaucoup de documentation aussi. En vue des essais cliniques, il y a beaucoup de documentation à produire. Et pas mal de rendez-vous à l'extérieur aussi pour rechercher les futurs financements. Et animer le board clinique. Donc interagir avec les chirurgiens qui nous aident à avancer, quoi. Et dans le cadre d'une medtech, du coup, vous le soulignez, c'est cette longueur du processus de l'idéation jusqu'au produit final qui est particulièrement longue, surtout quand on compare ça à de nombreuses entreprises un peu plus orientées tech pure qui du coup peuvent être rentables assez rapidement. Mais qu'est-ce qui, du coup, serait un petit peu les conseils, ou du moins votre motivation personnelle et vos encouragements pour endurer un peu la longueur de ce processus? Ouais, c'est une question difficile parce que des fois, je me pose la question moi-même si je vais être capable d'endurer cette longueur. Il y a les trucs classiques, c'est-à-dire de vraiment croire à la valeur de notre produit et de notre projet. Ensuite, se préparer au fait que ça va être long. Et après, on n'est pas non plus, le temps passe très vite. De toute façon, donc des fois, ça peut paraître très long, mais finalement, quand on est dedans, les années, elles passent très vite. On est super occupé, on est super passionné. Donc, je pense que pour moi, c'est pas une endurance, entre guillemets, mais je comprends votre question. C'est qu'il faut être très opiniâtre. Et personnellement, je pense que c'est une qualité qu'on acquiert aussi pendant notre cursus scientifique, où on fait une thèse de plusieurs années, où on apprend à gérer la longueur des choses, l'opiniâtreté, être vraiment persévérant, etc. Et ça, je pense que ça me sert beaucoup, en fait. Et finalement, aujourd'hui, quel sera un petit peu votre message, vos conseils vraiment là orientés pour la jeunesse scientifique d'aujourd'hui, qui elle aussi est passée par toute cette phase de thèse et se retrouve au bord du marché de l'emploi, entre la possibilité de continuer dans le public ou de rejoindre le privé, ou justement de devenir peut-être entrepreneur. De votre propre expérience, quelles sont un petit peu les leçons que vous en avez tirées et donc les conseils que vous pourriez donner? Un premier conseil qui me vient, c'est de vraiment rester ouvert à toutes les opportunités, de peut-être rejoindre une start-up, pas forcément vouloir créer la sienne à tout prix, parce que des fois on voit un petit peu ça aussi. Des gens se lancent parce qu'ils ont une techno et après ils imaginent trouver un marché. Alors
souvent ça marche, mais je leur conseillerais de faire l'inverse, de dire essayer d'identifier un marché, puis ensuite piocher dans notre besace de technologies, d'idées, etc. pour développer un produit adapté à ce marché. C'est quelque chose que vous auriez fait différemment? Nous, on a eu cette chance qu'on a été finalement approché par le marché. Et après, on a pioché dans notre besace de biomatériaux, de solutions qu'on avait développées au cours de notre carrière, mes cofondateurs et moi. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner, ne jamais oublier le marché, parce que parfois, en tant que scientifique, on peut avoir tendance à être dans notre petite bulle et pas se rendre compte qu'il y a tel ou tel compétiteur ou qu'il y a telle ou telle, finalement, autre solution bien établie qui ne sera jamais déboulonnée, etc. Et l'autre conseil que je pourrais donner, mais c'est un peu difficile, mais en fait, d'oser franchir le pas et de pas forcément vouloir tout maîtriser d'emblée, que finalement les choses elles se font en avançant, quoi. Et pourquoi concourir au prix Stratégis aujourd'hui? Alors le prix Stratégis, en fait ça faisait quelques temps que je voulais concourir, puis bon les choses s'étaient pas faites, et je trouvais intéressant le processus de sélection qui était surtout fait par des profils HEC auxquels que je connaissais pas. Donc au début je me suis dit tente, au pire tu feras quelques contacts d'étudiants super en HEC qui pourront peut-être devenir CFO de ton entreprise un jour. Enfin c'était un peu pour m'ouvrir à ce monde que je connais peu, le domaine des hautes écoles de commerce. Et puis ensuite c'est vrai que c'est un prix qui est bien communiqué. Et puis j'ai trouvé intéressant le processus de sélection en plusieurs étapes. Et après, c'est clair que les 50 000 francs, c'est vraiment super intéressant aussi pour nous. Ça nous permet de financer beaucoup de choses, mine de rien. Par exemple, là, on va financer un nouveau prototype pour accélérer notre upscale de la production. Et puis, un ingénieur qui va travailler sur ce projet-là. Et quelle est un petit peu alors votre vision sur justement le fait de concourir régulièrement, puisque c'est le cas de votre entreprise, vous avez participé à de nombreux prix, vous en avez gagné certains, et vous êtes toujours généralement dans les finalistes. C'est un processus qui, au-delà de l'aspect financier et donc de la récompense à la fin, qui a pu vous aider ou porter conseil dans l'élaboration même et la conception de votre entreprise? Oui, nous, alors, on essaye de justement limiter les postulations. Donc, on n'a pas postulé à grand-chose qu'on n'a pas gagné, entre guillemets, parce qu'on cible vraiment et on essaye de faire ça quand on est prêt. Comme vous dites, après, il y a aussi beaucoup de chance. Il ne faut pas l'oublier quand on est parmi, parce qu'il y a tellement de super entreprises qui postulent que des fois, je me demande comment les jurys font. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est aussi de postuler à ces prix quand on est en phase de levée de fonds future ou en cours, pour montrer aussi aux investisseurs qui ne nous connaissent pas encore, on existe, on fait ça, on a gagné ce prix. Et comme ça, peut-être, ça aussi favorise les contacts pour des levées de fonds qui sont plus importantes finalement que le prix qui est donné au niveau du concours. Mais finalement, c'est aussi comme ça qu'a commencé l'idée, là, en l'occurrence. Puisque, sauf erreur de ma part, l'idée. Votre premier concours que vous avez remporté, c'était en 2016, c'était donc à l'EPFL, et c'était via le prix du jeune entrepreneur. Oui. Quel conseil est-ce que vous pouvez du coup donner à nouveau? Oui, que vous n'avez pas gagné, mais auquel vous avez participé. Oui. Mais quel sera un petit peu le conseil un petit peu que vous pourrez donner à nouveau à des entrepreneurs dans le domaine de la medtech qui justement commenceraient par un premier prix, qui ne gagneraient pas forcément et qui au final, là vous avez continué et pourtant ça a très bien marché. Je reviendrai peut-être sur ce facteur chance aussi. Il ne faut pas se décourager parce qu'on n'a pas gagné, parce que vous êtes bien placé pour le savoir. Les critères, ils sont divers et variés. Les gens qui nous jugent, ils sont très experts, mais peut-être qu'ils ne sont pas tous sensibles à la même chose ou sensibles à la chose qu'on propose. Donc, faut pas se décourager du tout. Et puis, il faut continuer, quoi. Et c'est ce que vous vous êtes dit, vous, à la fin du prix du jeune entrepreneur? Ouais, on était vraiment au tout début, donc je crois que je m'étais dit c'est déjà super d'être en finale et puis on était super contents. Merci beaucoup. Il y a des questions de l'audience peut-être? Il y en avait une qui était vraiment très intéressante.
Comment avez-vous su passer les moments où vous avez douté de votre projet? En tout cas, les moments où, en fait, vous avez peut-être eu aussi un retour où on vous a fait, entre guillemets, douter de votre projet, peut-être. On vous a dit, est-ce que on vous a confronté peut-être aux difficultés? C'est vrai que quand on nous fait, et ça arrive souvent, hein, des retours qui nous font douter, qui nous remettent en question, c'est vrai qu'il ne faut pas se décourager, mais il faut vraiment prendre ça comme une chance. Quand on nous dit « Ah, mais est-ce que vous êtes sûr de telle stratégie clinique? On a vu telle entreprise, elle s'est plantée en faisant ça, vous allez vous planter aussi. » On dit « Bon, peut-être, pourquoi la personne dit ça? Est-ce qu'on a bien tout verrouillé? Est-ce que finalement il nous compare à telle autre entreprise ou tel autre cas, mais est-ce qu'on est comparable? Si oui, pourquoi ?» Enfin, toujours essayer de se dire, ce retour qui est négatif, le transformer en quelque chose de constructif. Et après, c'est clair qu'il y a des moments où on est super démotivé. Dans la journée, on peut peut-être avoir 3 super mauvaises nouvelles. Mais avec le temps qui passe, on se dit, bon, le lendemain, il y en aura peut-être 3 très bonnes. Donc, c'est un peu des hauts, des bas qu'on doit gérer émotionnellement. Là, on se repose aussi beaucoup sur l'équipe et nos cofondateurs. Parce que voilà, on est 3, on se soutient, on sait que les autres sont là pour nous. Quand on a un petit creux, eux, ils nous réconfortent. Enfin, finalement, c'est comme dans la vie, quoi. Donc, ouais. Et donc, quelles sont un petit peu les prochaines étapes justement pour cette équipe et pour ce premier produit? Ouais, alors les prochaines étapes, là, on est justement en levée de fonds pour réaliser cette grande étude clinique qui va nous amener au marquage CE. Du produit, et puis l'équipe est en train de grandir, donc on recrute actuellement un ingénieur en contrôle qualité et puis un chimiste des polymères, donc s'il y a des candidats dans l'audience, tout est sur notre site web et on va encore recruter dans les mois à venir. Eh bien, merci beaucoup Amélie, Avec plaisir. un grand merci pour votre participation. On vous souhaite le meilleur donc pour cette cérémonie de clôture du prix Stratégis. Et On croise les doigts. j'espère que votre projet, tout personnellement, pourra aider le plus grand nombre de personnes possible, puisque c'est quand même une technologie assez dingue de se dire que c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui de régénérer les tissus naturellement. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. On se retrouve le mercredi prochain pour notre prochaine IT Live. Une très bonne soirée à tout le monde.